Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette séance d'information qui est destinée aux étudiantes et aux étudiants issus du système français. Donc, qui ont étudié en France, qui étudient en France ou qui étudient dans le système français AEFE à l'étranger. Donc, moi, je suis Inès Sanchez, je suis agente de communication à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, avec plusieurs invités, on va parler du Québec, des raisons d'étudier à l'UDM. On va aussi parler un peu de notre système d'admission, des droits de scolarité, mais aussi de la vie étudiante. Donc, pour ça, je suis accompagnée aujourd'hui de Sandra Jackson, ma collègue qui est conseillère au service de l'admission et du recrutement, et d'une Bonjour. étudiante. Oui, pardon, et d'une étudiante internationale au baccalauréat en design d'intérieur, Anna. Bonjour. Donc, merci à vous d'être présente aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu, qu'on démystifie les études au Québec et à l'Université de Montréal. Je remercie aussi notre équipe technique qui est derrière. On aura aussi un ambassadeur qui va être avec vous, qui va donner des liens utiles dans la conversation et qui va répondre aux questions en direct. Donc, je vous rappelle un petit peu comment va se dérouler cette séance. Elle est enregistrée, donc vous pourrez toujours la retrouver en rediffusion. Elle va être sur notre site admission.umontréal.ca. Votre micro et votre caméra vont être fermés en tout temps, mais il s'agit vraiment d'une séance d'information. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le Q&A. Si d'ailleurs vous les posez dans la discussion, on va juste les remettre dans le Q&A. Notre ambassadeur va essayer d'y répondre, puis on va garder aussi un 15-20 minutes pour répondre à vos questions à la fin de la séance. Donc, on peut commencer déjà avec notre premier sujet. Donc, l'UDM, c'est vrai que c'est une université qui attire beaucoup d'étudiants internationaux chaque année. On est, comme je pense, la troisième université la plus internationale au Canada. Et une grande partie de notre communauté ici se compose de personnes provenant du système français. Sandra, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, ben c'est vrai qu'on en reçoit de plus en plus des candidatures des étudiants qui proviennent de la France, mais comme tu disais également, Inès, des gens qui proviennent des lycées français à l'extérieur de la France. Donc, on reçoit de plus en plus de candidatures et honnêtement, on est ravis de cet engouement également. Le système scolaire français, c'est un système qu'on connaît très bien. On a suivi toutes vos réformes et l'avantage justement de bien connaître le système scolaire, ben, ça nous a permis de mettre en place toutes sortes de mécanismes pour aider à la réussite des étudiants qui sont issus justement de ce système scolaire. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Pourquoi est-ce que le Québec est si attractif pour les étudiantes et les étudiants internationaux? Ben, c'est sûr qu'à l'Université de Montréal, c'est un établissement international francophone de rang vraiment international. On est excessivement bien classé. On a une offre de formation très diversifiée puis vraiment personnalisée aussi. Bon, bien sûr, on a des installations modernes, des laboratoires de pointe. Et tout ça, c'est vraiment, ça aide l'étudiant à mettre toutes les chances de son côté pour bien réussir. Et en fait, ben, continuer ses études à l'Université de Montréal, c'est une espèce de choix logique. C'est une continuité qui se fait très bien dans le cursus d'un parcours scolaire. Et également, bon, on se le cachera pas, c'est vrai que quand on vient étudier à l'Université de Montréal, bien, on habite à Montréal et c'est vrai que Montréal, c'est une ville idéale pour faire ses études. Montréal est souvent élue meilleure ville étudiante au Canada parce que justement, c'est une ville qui est agréable. C'est une ville qui est très étudiante, très sécuritaire et ça, du coup, ça rend l'expérience encore plus intéressante. C'est sûr. Puis justement, on peut en parler un petit peu avec Anna, qui toi, tu vis l'expérience étudiante. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus pourquoi est-ce que tu as choisi l'UDM, Montréal, puis comment aujourd'hui tu vis cette expérience? Alors, c'était un choix assez facile à faire parce que, en fait, depuis que je suis petite, je me suis dit que aller à l'étranger pour étudier et pour avoir cette expérience universitaire. Puis, avec mes années au lycée, on a eu beaucoup de sessions d'information et des conférences sur les universités en général au Canada et en Amérique. Et un jour, quand on parlait des universités à Montréal, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'Université de Montréal et le choix a été vite fait. Donc, je me suis directement venue et avec le temps qui est passé, c'était toujours excitant de voir toutes les conférences et puis à chaque fois, j'avais hâte de venir. Et puis, quand je suis venue ici, j'ai réalisé que vraiment Montréal, c'était fait pour les étudiants. C'était vraiment la ville idéale, pardon, pour les étudiants. Donc ici, vraiment, on s'ennuie pas pendant toutes les saisons. Donc en hiver, on a souvent on peut faire de la luge, on peut faire du patinage, on peut aller on peut aller skier et tout. Et moi, j'habitais avant à Bruxelles, donc nous, on n'avait pas souvent ça. Donc c'était vraiment différent. Mais voilà, comme Sandra a dit aussi, c'est très sécuritaire. Donc vraiment, c'est super ici.
Et donc, on a quand même beaucoup de raisons pour choisir Montréal. C'est vrai que c'est une ville extrêmement étudiante aussi. Je pense que c'est pareil. On a une très forte concentration d'étudiants dans Montréal et il y a énormément d'activités toute l'année. Mais une des raisons, c'est vrai que pourquoi les personnes qui viennent d'un système français ou qui sont françaises et belges, donc qui détiennent cette nationalité-là, c'est les frais de scolarité parce qu'on a des accords avec ces deux pays, la France et la Belgique. Donc, Sandra, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu comment fonctionnent les droits de scolarité à l'Université de Montréal? Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que dans les accords France-Québec, quand on dit accord France-Québec, ça inclut également des accords avec la Belgique francophone. La première chose auquel on pense, c'est les droits de scolarité. Pourquoi? Parce que c'est un des aspects des accords qui a le plus d'impact. Pourquoi? Parce que les étudiants qui bénéficient justement de cet accord ont des droits de scolarité moindres. En fait, au premier cycle, donc le premier diplôme universitaire, les étudiants, soit français ou belges francophones, sont considérés comme des étudiants canadiens. Donc, ils payent moins cher que des étudiants qui sont internationaux. Au cycle supérieur, donc dès qu'on parle de maîtrise ou de doctorat, ces mêmes étudiants sont considérés comme des Québécois. Donc, ils payent encore moins cher que des étudiants internationaux ou canadiens. Donc, ça joue vraiment au niveau des droits de scolarité. Notre collègue va mettre le lien justement pour avoir accès aux chiffres exacts, pour avoir le montant des études. Et lorsqu'on parle des ententes, comme je vous disais, c'est sûr qu'on pense directement aux droits de scolarité, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a d'autres volets justement à ces ententes-là. Par exemple, ça peut toucher l'assurance maladie, la sécurité sociale. Donc, par exemple, pour les Français, on prend votre carte vitale et on la transforme en carte soleil qui est la nôtre. Donc, il y a toutes sortes de petits de facilités finalement qui rendent le projet un peu moins compliqué, un petit peu moins lourd au niveau administratif et financier. Et si on n'a pas la nationalité française ni belge, mais qu'on a étudié, ça c'est tout à fait possible, dans le système français à l'étranger, comment est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les droits de scolarité pour ces personnes-là? Oui, ben c'est sûr que les ententes en question touchent vraiment la nationalité et non pas le pays où on a fait les études. Donc, si vous êtes un étudiant français qui avait fait vos études dans un autre pays également, ça fonctionne. Maintenant, si vous ne pouvez pas bénéficier de ces ententes, il faut comprendre également que les droits de scolarité à l'Université de Montréal sont quand même excessivement avantageux pour l'Amérique du Nord. Il peut y avoir des bourses également qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et il y a toutes sortes de moyens qu'on peut s'aider pour financer un petit peu son projet. Et est-ce qu'on a d'autres moyens de financer à part ces bourses-là dont on a parlé? Oui, mais c'est sûr que une des options intéressantes, c'est bien sûr le travail. L'étudiant qui vient faire ses études chez nous a dans son permis d'études, il y a un permis de travail qui est naturellement intégré, qui permet de travailler durant l'année scolaire, à temps partiel bien sûr, et à temps plein durant les vacances. Donc ça peut être intéressant d'ajouter justement le volet du travail rémunéré. Il faut savoir que c'est très nord-américain de travailler lorsqu'on est étudiant, c'est très courant, c'est vraiment la norme. Donc vous ne serez pas parmi les seuls qui travaillent vraiment, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière très très courante. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas possible de financer entièrement ce projet uniquement en travaillant en même temps que ses études. Ça reste un projet d'études, un projet académique. Donc, le but, c'est vraiment d'étudier. Le travail, c'est accessoire à côté. Ça aide un peu, mais il faut vraiment prévoir une autre forme de financement. Donc, ça peut être, assurément, soutien familial, soutien des parents. Il peut y avoir des prêts bancaires. Il peut y avoir des bourses également externes à l'Université de Montréal. Je sais que chaque année, il y a des étudiants un peu débrouillards qui arrivent avec des bourses, par exemple, bourse de la région Rhône-Alpes ou autre. Donc, si vous fouillez un peu, peut-être que vous avez la possibilité d'avoir une bourse française ou belge que vous pourriez ramener chez nous. Donc, sinon, il faut vraiment penser à un financement global avec plusieurs sources possibles. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va quand même parler un petit peu plus de l'UDM, de notre offre. On dit souvent que l'Université de Montréal, c'est une université généraliste parce qu'on offre beaucoup de programmes d'études. Donc comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour notre offre de programmes d'études? C'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on a en effet beaucoup de formations disponibles. Si jamais vous êtes présentement au lycée, donc ce qui vous intéresse chez nous, c'est des études de premier cycle, donc qui vous sont accessibles directement après le lycée. On couvre vraiment à peu près tous les domaines d'études, à l'exception de ce qui est couvert par nos écoles affiliées. Donc, nous sommes affiliés, HEC Montréal est affilié à l'Université de Montréal, et même chose, Polytechnique Montréal, c'est affilié à l'Université de Montréal. Ce sont les écoles affiliées de l'université. Donc, tout ce qui touche gestion, c'est plutôt HEC. Tout ce qui touche ingénierie, c'est plutôt Polytechnique. Et nous, qu'est-ce qu'on offre? Bien, on offre le reste. Donc, on ratisse vraiment très large au niveau de l'offre des programmes.
que ce soit, par exemple, tout ce qui touche la science politique, les études internationales, le droit, la communication, la crimino, l'informatique, les sciences fondamentales, le cinéma, les sciences de la santé. Je les nommerai pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et si jamais vous voulez poursuivre vos études, donc par exemple, si vous êtes déjà dans une licence et que vous voulez poursuivre les études chez nous, c'est possible également. Et là aussi, on a toute une panoplie de formations qui sont accessibles. Ce qu'il faut comprendre également pour les lycéens, c'est que chez nous, il n'y a pas d'année préparatoire. Donc, votre diplôme de baccalauréat français est vraiment considéré comme l'équivalent de ce qu'on appelle le DEC chez nous. Donc, vous avez les programmes de premier cycle vous sont offerts, tant bien sûr que vous répondez à nos critères d'admission. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et toi, Anna, on va parler un petit peu de ton expérience. Est-ce que c'était une évidence pour toi, le design d'intérieur? Comment est-ce que tu as choisi ton programme d'études chez nous? Alors, j'ai quand même un parcours assez atypique, on pourrait dire. De base, je devais faire en fait journalisme et communication dans des universités anglophones à Montréal. Puis, quand je suis arrivée sur le site de l'Université Montréal, il y avait ce sorte de test. Je pense que Sandra et Inès peuvent répondre mieux à cette question que moi, mais c'était un sorte de test où on mettait un peu plus nos loisirs et ce qu'on aimait bien faire. Et puis, on nous donnait une liste un peu des programmes qui pourraient nous aider ou ce qu'on pourrait avoir comme programme qui ne sont plus pour nous. Donc, moi, il y avait Design intérieur qui était un des programmes qui était sur cette liste et j'étais au début très choquée parce que je me suis dit, ah, ça existe ça? Puis, il y a eu tellement une grande variété de programmes à l'Université Montréal, c'était fou. Puis, quand j'ai vu... Après, quand j'ai vu qu'il y avait le design intérieur, j'ai plus regardé sur le site de l'Université de Montréal, c'est quoi vraiment le design intérieur. Et petit à petit, ça m'a plus intéressée. Il y avait des vidéos qui expliquaient et c'était juste intéressant. Et de là, quand j'ai appliqué, je me suis dit pourquoi pas. Et quand j'ai été acceptée, j'ai même pas pensé aux journalistes de communication. J'ai directement dit ok, je vais aller en design intérieur. Et depuis, je suis très reconnaissante de ce choix. À chaque fois, quand je doute de moi-même, je me dis mais non, je ne dois pas regretter ce que j'ai fait. Et à chaque fois, je regrette pas du tout ce que j'ai choisi. Donc voilà. C'est vrai qu'on découvre parfois des programmes d'études qu'on ne connaissait pas avant au lycée. Parfois, on peut avoir une vision assez réduite de ce qui est proposé à l'université et des carrières aussi qui peuvent suivre de ces programmes-là. Donc, c'est intéressant. Puis, mon collègue va mettre le lien de Cursus, qui est vraiment un outil d'orientation. Ça vous permet d'aller regarder vos intérêts et d'aller trouver des programmes d'études et des carrières aussi en lien avec ces programmes-là. Même au cycle supérieur, ça peut tout simplement vous permettre d'aller découvrir un petit peu nos programmes. D'ailleurs, si quelqu'un vient de France ou vient de Belgique ou vient du Sénégal, s'il a envie de retourner chez lui après, de retourner dans son pays, est-ce que son diplôme est reconnu, nos diplômes de baccalauréat, nos diplômes de maîtrise, Sandra? C'est un sujet très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est important de jamais couper le pont avec un retour éventuel dans son pays d'origine. Hein, il faut que votre plan d'études fonctionne en restant en Amérique du Nord, en retournant en Europe. Donc, de jamais trop couper des ponts, c'est toujours important. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système scolaire, il est tout à fait compatible avec le système LMD, licence, master, doctorat. Donc, c'est les mêmes gros morceaux. Par contre, ça s'appelle pas pareil chez nous. Donc, le premier diplôme, c'est le baccalauréat, ensuite, c'est la maîtrise et ensuite, c'est le doctorat. Et le meilleur moment pour changer de système scolaire, c'est vraiment à la fin d'un cycle. Donc, à la fin du lycée, donc à la fin du baccalauréat, c'est le moment idéal pour venir faire chez nous un baccalauréat. Ou à la fin d'une licence, c'est le meilleur moment également pour venir faire une maîtrise chez nous. Et l'inverse est vrai aussi. Hein. Une fois qu'on a fait un baccalauréat chez nous, on peut revenir pour justement poursuivre en licence par la suite. Donc, on peut jouer un petit peu avec ça, mais encore une fois, il faut finir un cycle d'études. Et la reconnaissance des diplômes, ça se passe très bien pour tous les programmes de sciences humaines, sciences sociales, sciences fondamentales, également pour des formations qui mènent à un ordre professionnel. Dans la majorité des cas, il y a des accords qui ont été signés entre les ordres professionnels québécois et français notamment. Donc, le but, c'est pas nécessairement de dire qu'un architecte formé chez nous pourrait travailler en France demain matin, mais au moins, c'est acté. On sait ce qui manque à ce diplôme, et donc, dans ce cas-là, il suffit d'aller chercher quelques UV supplémentaires. Renseignez-vous auprès des ordres professionnels de votre pays d'origine pour voir justement comment ça va être reconnu. Il y a quelques formations pour lesquelles on se dit, ça va être un petit peu problématique peut-être, notamment, par exemple, lorsque le nom n'est pas équivalent. Donc, c'est sûr que si vous avez dans votre CV une formation dont le nom ne veut rien dire dans votre pays d'attache, ça peut être un petit peu étrange également. Donc, dans ce cas, il faut se préparer à l'expliquer un petit peu. Par contre, ce qu'il faut comprendre également, c'est que les diplômes de l'Université de Montréal sont
excessivement bien reconnue, tant par les autres institutions scolaires que par les employeurs. C'est vraiment une formation de haut niveau, donc normalement, ça ne pose pas de problème. Exactement. Puis maintenant, on va quand même passer à un autre sujet parce qu'on est reconnu pour autre chose qui est la vie étudiante au Québec, même dans le monde, on est vraiment reconnu pour notre vie étudiante foisonnante. Sandra, à quoi les étudiants peuvent s'attendre quand ils viennent s'inscrire chez nous et qu'ils débutent leurs études? Ben, c'est sûr que lorsque vous venez chez nous, votre premier rôle, votre premier objectif, c'est d'étudier. Hein? Votre premier métier, en tant qu'étudiant, c'est d'étudier. Mais il y a tellement d'autres choses à côté. Vous allez voir, l'université, c'est vraiment des super belles années. Donc, il y a toute une richesse de vie étudiante qu'on offre sur le campus. Vous allez voir, c'est vraiment une ville dans une ville. C'est gigantesque et du coup, ben, il y a beaucoup de services qui sont offerts pour justement faire en sorte que vos années se passent de manière super agréable et très dynamique. Un mot d'ordre, et je pense qu'Anna va en parler un petit peu tout à l'heure, impliquez-vous. Il y a tellement beaucoup d'associations, des groupes. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder un petit peu ça. Donc, je vais laisser Anna parler un petit peu plus des associations. Mais je veux juste revenir sur les services. Peu importe le besoin que vous risquez de rencontrer au cours de vos études, il y a un service de l'Université de Montréal qui est là pour vous aider. Donc, bien sûr, il y a tout un centre de sport qui est gigantesque, peu importe le type de sport que vous voulez faire, enfin, le niveau également, donc plusieurs niveaux de sport. Les services alimentaires, on a des cafétérias, des cafés étudiants, on a des cliniques de santé également avec les infirmières, les médecins, les psychologues qui sont là pour les étudiants de l'Université de Montréal. On a un bureau pour les étudiants internationaux qui sont là pour répondre à tous les besoins des étudiants internationaux. Et on a bien sûr le service à la vie étudiante qui, en soi, offre une multitude de services pour les étudiants. Et au niveau des logements, est-ce qu'on propose quelque chose sur le campus? C'est une question qui revient souvent chez les étudiants internationaux. Oui, on connaît la zone de stress dès qu'on parle du logement. C'est sûr que le logement a toujours été un peu moins complexe à Montréal que dans certaines villes européennes. Par contre, c'est vrai que les tarifs sont en train de monter au niveau des appartements chez nous aussi. Donc, moi, un des meilleurs conseils que j'aurais à une personne qui ne connaît pas Montréal ou qui connaît personne à Montréal, ce serait peut-être de débuter par nos résidences universitaires. On les appelle les résidences Zoom. Donc, le tarif, c'est environ 300 € par mois. Et avec ce tarif, vous avez un petit studio, on peut dire une chambre, et vous partagez les cuisines et les salles de bain. Attention, la date limite la date où on commence à prendre les réservations, c'est le 1er mars. Donc, c'est vraiment un processus à part. Hein, quand on demande une chambre en résidence, ça se fait pas sur la demande d'admission, ça se fait à part directement auprès des résidences Zoom. Si jamais également vous voulez partir en colocation, c'est quelque chose qui se fait énormément à Montréal. Comme on le disait tout à l'heure, il y a plein d'étudiants, donc il y a beaucoup d'opportunités de colocation. Mais justement, en raison un petit peu de la montée des tarifs des loyers, c'est vrai qu'avant, on s'en sortait facilement pour le même tarif qu'une chambre en résidence. Maintenant, il faut mettre un petit peu plus. Les prix ont un petit peu monté au niveau des appartements. Puis maintenant, là, je me tourne vers toi pour parler vraiment de notre vie étudiante. Tu es en plein dedans. Donc, peux-tu me parler un petit peu des associations? Est-ce que toi, tu es investi justement dans une association dans la vie étudiante? Alors oui, la vie étudiante, comme on l'avait dit auparavant, c'est juste génial ici. Comme on l'a dit, la ville de Montréal, c'est la ville idéale pour les étudiants. Et en général, l'Université de Montréal, en fait, nous offre beaucoup d'associations. Donc moi, je suis dans une des associations, donc c'est le regroupement des étudiants en design, désolé. Et ici, en fait, les associations sont les représentants des cohortes, c'est les représentants des programmes. Par exemple, donc moi je suis la trésorière et en fait je dois payer par exemple si on fait une fête pour les personnes qui sont dans la faculté d'aménagement, si on fait des 6 à 9, puis si on fait des 4 à 7, ça dépend à chaque fois de l'association. Puis pour s'investir vraiment dans l'université, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est les groupes chat sur Facebook, puis sur Instagram. Je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ces plateformes. Aussi, pour tout ce qui est de la résidence et tout, moi, c'était durant le Covid où moi, j'ai pas pu être dans les résidences, mais avec l'aide des amis de mes parents, avec les groupes chat sur Facebook et avec les nombreux sites pour l'immobilier, j'ai pu trouver l'appartement dans lequel je suis maintenant. Et souvent, les personnes pensent que à cause si on n'est pas dans des résidences, on ne se fait pas des amis. Mais je pense que c'est le contraire, c'est qu'on se fait quand même des amis si on s'investit vraiment dans l'université. Puis à chaque fois, il y a la communication qui marche beaucoup. Donc on reçoit souvent des emails pour d'offres d'emploi. On reçoit beaucoup des emails aussi pour nous dire s'il y a une date limite pour quelque chose. Donc
vraiment, si vous pouvez tous follower tous les Instagram accounts et tout. Donc, moi, je pense que c'était la meilleure décision de faire pour vraiment s'investir dans l'université et se trouver des personnes. Puis, les associations aussi, elles aident beaucoup les étudiants. Donc, si jamais il y a un problème, on vient vers nous. Et donc, nous, on est un peu le pont entre l'administration et les étudiants. Donc, à chaque fois, si on avait un problème ou quoi que ce soit, ou si on voulait organiser un événement, on allait dire à l'administration et ça pouvait se résoudre ou pas. Puis, une autre chose qui est super chouette avec les associations, c'est que on fait les journées d'initiation, donc les journées un peu d'accueil, mais pour les programmes en soi. Et ça, c'est souvent sympa parce qu'après, en fait, on retrouve des personnes qui sont dans ton programme, par exemple, et avec le temps, vous pouvez voilà, venir amis et tout. Et puis, on vous conseille, c'est ça, vraiment vivement de vous investir dans la vie universitaire. Il y a des regroupements étudiants, il y a des journaux étudiants, il y a des associations. C'est des expériences humaines, mais en plus, ça vous apporte beaucoup pour votre futur. Vous pouvez peut-être découvrir votre futur métier en travaillant sur l'UDM ou alors en vous investissant dans une association. Et là, on va parler un petit peu d'autre chose qui serait un peu de l'expérience internationale et la mobilité. Donc, est-ce qu'on peut venir faire un échange chez nous ou carrément, justement, ce qui est vraiment différent, faire une demande d'admission pour rester à l'Université de Montréal pendant toutes ces études et d'avoir un baccalauréat ou autre? Oui, en fait, c'est sûr que dans la majorité de nos programmes étudiants, nos programmes d'études, il y a la possibilité justement de partir à l'étranger. Donc, que ce soit une année entière ou une session, ça dépend un petit peu du programme. Donc, l'étudiant qui vient faire un cheminement, donc un baccalauréat, par exemple, ou une maîtrise chez nous, aura souvent justement l'opportunité de partir à l'étranger. Et ça, honnêtement, si vous avez la chance de le faire, c'est excessivement formateur. Donc, n'hésitez pas, il y a énormément de possibilités. Donc, restez ouverts aux différents lieux d'accueil. Nous, c'est vraiment des ententes qui ont été signées avec des universités de très, très bon niveau également. Donc, on est garant du niveau scolaire. Maintenant, c'est à vous de faire votre petit bout de chemin. L'inverse est vrai également. Si vous êtes dans une université française, on a parfois des ententes bilatérales. Donc, il est parfois possible de venir faire un échange chez nous pour une session ou pour un an. Merci Sandra. Puis maintenant, parlons un petit peu d'admission parce que je vois déjà des questions qui rentrent. Justement, est-ce que je peux faire année préparatoire ou un baccalauréat? Donc, est-ce qu'on peut démystifier un petit peu tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire une demande d'admission après le bac français? C'est quoi un peu nos critères? Parfait. En fait, nous, on fait de l'admission sur études de dossier. Donc, ce qu'on va regarder, c'est vraiment vos relevés de notes et vos enseignements de spécialité si jamais vous voulez suivre un programme chez nous qui est à connotation scientifique. Donc, c'est vraiment les deux items qu'on va regarder. Inès, tu vas parler tout à l'heure d'une question sur l'année préparatoire. Donc, nous, on accepte les lycéens un bac général ou alors un bac tech directement dans nos programmes sans année préparatoire. L'année préparatoire peut être nécessaire, par contre, si jamais vous avez un bac pro. Dans ce cas-là, ça peut être nécessaire. Sinon, on peut vous admettre directement dans nos programmes, encore une fois, sous réserve, premièrement, des notes et deuxièmement, des enseignements de spécialité que vous avez choisis. Donc, on accueille quand même des profils assez variés et souvent on nous demande, mais c'est quelles notes qu'on a besoin pour rentrer chez vous? Écoutez, on a environ 250 programmes qui sont accessibles aux lycéens, donc ça varie énormément. Il y a des programmes pour lesquels avec 10, ça peut fonctionner, d'autres 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça dépend vraiment du programme dans lequel vous voulez postuler. Et encore une fois, c'est sûr que si vous voulez rentrer dans un programme, je ne sais pas, en droit, en communication, en histoire, en études internationales ou en Sciences Po, il n'y a pas nécessairement de connotation scientifique dans ces programmes-là. Donc, peu importe les enseignements de spécialité que vous avez choisis, ça fonctionne pour nous. On ne regardera que la note. Maintenant, si jamais vous voulez rentrer, par exemple, en biologie ou tout autre programme pour lequel on demande des enseignements de spécialité, vous allez avoir l'information, encore une fois, sur notre site web, chaque programme a sa propre page, et vous allez pouvoir avoir l'information, tiens, pour ce programme, qu'est-ce qu'on exige? Tiens, pour entrer en informatique, on exige mathématiques en première, mathématiques en terminale et mathématiques expertes. Donc, il y a toutes sortes de combinaisons comme ça qui peuvent varier en fonction des programmes d'études. Suite à la réforme du baccalauréat, on a un petit peu changé également la manière dont on analysait les dossiers d'admission. Avant, lorsque la personne n'avait pas exactement le bon bac qu'on exigeait, la bonne filière de bac, bien malheureusement, il fallait commencer par une année de remise à niveau en sciences. Maintenant, lorsqu'il manque pas grand-chose, si jamais justement vous voulez rentrer en informatique et il vous manque mathématiques experte, l'option maths experte, bien, on peut vous la donner dans le cadre du programme en informatique. Et c'est le cas pour plusieurs programmes. Donc, si jamais il vous manque un cours un enseignement de SVT, on peut vous le donner dans le cadre du programme.
Et ça, c'est pas vraiment un ajout qu'on a fait. On voulait pas vous rajouter une matière supplémentaire à votre arrivée. On a vraiment joué avec les cheminements pour s'assurer que ça fasse un cheminement qui était cohérent sans faire une chercheuse de travail. Donc, c'est sûr qu'il y a des programmes pour lesquels ça ne fonctionne pas. Si jamais il manque trop d'enseignements de spécialité également, hein, ça peut ne pas fonctionner. Mais si vous en manque juste un, parfois deux, dans ce cas-là, dans plusieurs cas, on peut vous l'ajouter à votre formation. Ça vous permet d'être admis directement dans le programme de votre choix sans avoir à passer par une mise à niveau. Pour savoir justement si votre cheminement est compatible avec le programme que vous avez sélectionné, et on a créé un petit outil totalement interactif, là, ça s'appelle Back at Back. Demandez à notre collègue de mettre le lien. Et ça, justement, on vous indique quel programme vous voulez faire chez nous, qu'est-ce que vous avez fait en première, en terminale, quelles options vous avez choisies. Et là, on vous indique justement si votre cheminement est compatible ou non. Sachant bien sûr qu'il y a des critères de notes également qu'on va regarder. Donc, il y a un petit peu les deux aspects qu'on va regarder pour vous admettre dans vos programmes d'études. Alors ça, on va mettre les liens dans la conversation. Vous pouvez aussi voir la page Formés en France, formés dans le système français, formés dans un baccalauréat international aussi, c'est votre cas, pour justement aller chercher ces notions-là. Comment est-ce qu'on fait pour déposer sa demande d'admission à l'Université de Montréal? Parlons un peu de pédagogie aussi et de notre structure d'enseignement qui est quand même différente d'autres pays. On dit souvent chez nous qu'on peut faire un parcours à notre image, on le valorise beaucoup et on dit que notre système est aussi très flexible. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sandra, c'est quoi le fonctionnement des cours à la carte pour les personnes qui ne comprennent pas bien? Oui, c'est sûr que comparativement à un système scolaire universitaire français, par exemple, c'est quelque chose qui va être vraiment beaucoup plus flexible. Je pense qu'Anna, tu pourrais également peut-être le renchérir également là-dessus. En fait, il faut comprendre que on ne valide pas une année pour passer à l'autre. C'est pas vraiment des années, on valide des matières, ce qu'on appelle des cours chez nous. Et il y a des cours, donc des matières qui vont être obligatoires et d'autres qui vont être à option. Autrement dit, si deux personnes suivent le baccalauréat en études internationales, il y a de fortes chances qu'à la fin, elles n'aient pas suivi exactement les mêmes cours. Pourquoi? Parce que justement, il y a des options. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une structure en dessous. Il y a une structure derrière tout ça. Donc, avec la structure, on s'assure quand même de la cohérence de votre cheminement, de la cohérence du diplôme qu'on vous délivre, mais on maximise ce qui vous intéresse et on minimise ce qui vous intéresse un petit peu moins. Donc, c'est un petit peu l'avantage d'être flexible, mais tout à fait cohérent quand même. Le diplôme qu'on vous donne à la fin, c'est vraiment que vous avez couvert l'essentiel de la matière en question. Anna, toi, comment est-ce que tu as vécu justement cette transition? C'est sûr, quand on vient d'un autre système, ça peut être déstabilisant, mais aussi très agréable de pouvoir choisir ses cours. Comment est-ce que ça se passe pour toi au niveau de cette adaptation? Alors, c'était très intéressant parce que moi, je me souviens, on avait reçu un peu une liste des cours qu'on devait choisir. Et déjà, les noms, c'était complètement différent au lycée parce que au lycée, on nous impose un peu des cours, par exemple, de sciences qu'on veut pas trop faire ou de mathématiques ou de langue ou quoi que ce soit. Et là, le fait qu'il y avait tellement de choix, c'était extraordinaire aussi. C'était juste intéressant de voir le système. Puis je pense que quand j'ai commencé l'UNIF et tout, c'était tellement intéressant. Les cours, ils sont tellement intéressants. Tu as juste envie d'apprendre. Et les profs aussi sont incroyables. Je pense que le plus gros clash qui a été, c'était le fait que moi, j'avais 17 ans et toute ma cohorte a été beaucoup plus âgée que moi parce qu'il y a le système de cégep ici à Montréal. Donc ça, je pense que c'était le plus gros clash quand il y avait les cours parce qu'il y avait des personnes qui savaient des techniques en architecture, par exemple, et qui savaient déjà des choses. Et donc voilà, c'était assez intéressant de voir ce changement entre le lycée et l'université. Et puis pour les cours, comme j'ai dit, aussi il y a beaucoup de communication, comme j'avais dit avant, on a surtout des emails si on veut changer de cours, si on veut annuler un cours ou quoi que ce soit, donc on nous donne les dates limites. Et puis on peut toujours demander à l'administration des conseils si on ne sait pas trop ou juste à des personnes autour de nous. Et même les professeurs, ils sont toujours aimables et accueillants. Donc voilà. Oui, c'est ça. Puis le but, en fait, pour certains programmes, il y a des programmes avec plus de cours obligatoires, d'autres un peu moins. Le but, c'est de vous spécialiser aussi, de trouver une matière qui vous passionne dans un programme d'études pour qu'à la fin, vous voulez voir, est-ce que je veux faire des études supérieures à l'Université de Montréal ou autre part, ou est-ce que je veux directement aller sur le marché du travail? C'est vraiment ces cours, ces spécialisations qui vont vous permettre de répondre à toutes ces questions-là. Et donc là, ça serait un peu notre dernière question. Pour les personnes maintenant qui seraient vraiment convaincues, qui auraient envie de venir chez nous, c'est quoi les prochaines étapes, Sandra? D'accord. Donc, si j'avais justement, vous dites, oui, moi, je pense que ça peut être pour moi les études à l'Université de Montréal, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, la première des choses, c'est vraiment de trouver le programme ou les programmes qui pourraient vous convenir chez nous. Je le disais tout à l'heure sur notre site web, admission.montréal.ca, chaque
programme a sa propre page, son propre mini-site finalement, dans lequel on voit vraiment une description complète du programme. On voit les critères de sélection, d'admission. On voit également la structure du programme, les fameux cours obligatoires, les cours à option, qu'est-ce qu'ils vont être, les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'on fait finalement avec ce programme-là. Souvent, il y a des petites vidéos. Donc, il y a comme une première recherche qui est importante pour vraiment débroussailler un petit peu tout ça, voir quel programme vous voudriez faire chez nous. Ensuite, c'est vraiment tout simplement de faire une demande d'admission. Ça se fait directement sur notre site. Ça se fait pas sur Parcoursup ou sur une autre plateforme. C'est vraiment sur le site de l'Université de Montréal. Et très important, il faut faire la demande d'admission avant le 1er février. Si jamais vous êtes au lycée présentement, donc vous allez rechercher des programmes, ça s'appelle de premier cycle chez nous, par exemple un baccalauréat, vous avez l'opportunité de mettre jusqu'à 3 choix sur l'offre d'admission. Et il n'y a pas d'ordre. Nous, on va vraiment étudier vos 3 choix. Donc, peut-être que vous allez vous retrouver avec 3 offres d'admission, peut-être 2, peut-être juste une. Donc, c'est intéressant également de mettre des programmes qui pourraient vous intéresser, mais quand même de valider les exigences pour être sûr de mettre des programmes dans lesquels vous seriez admissible. Si jamais vous êtes intéressé au cycle supérieur, donc maîtrise, doctorat, dans ce cas-là, c'est la même demande d'admission, faites un formulaire un peu similaire, mais dans ce cas-là, vous avez l'opportunité de mettre jusqu'à 2 choix seulement. Et encore une fois, les 2 choix vont être évalués. Ce qu'il faut comprendre après, c'est qu'il faut nous envoyer les documents, parce que bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, nous, on se base sur vos relevés de notes. Pour les cycles supérieurs, il y a d'autres types de documents également envoyés, comme des lettres de référence ou des lettres de motivation. Et tout ça, vous nous numérisez tout ça et vous nous envoyez ça dans les jours qui suivent le moment où vous avez fait votre demande d'admission. Si jamais ça fonctionne, si jamais nous, on considère que oui, tiens, vous êtes admissible, on pourrait vous admettre, il y a de fortes chances qu'on vous envoie une admission qui sera conditionnelle. Pourquoi conditionnelle? Parce que vous êtes sûrement en train de finir votre terminale ou en train de finir votre licence. Donc, c'est sûr que nous, pour vous passer au programme suivant, donc par exemple pour un lycéen, pour vous admettre dans un baccalauréat, on doit avoir les résultats du baccalauréat français. Même chose pour entrer au cycle supérieur, on veut s'assurer que vous ayez terminé votre licence pour entrer en maîtrise, par exemple. Mais le fait d'avoir déjà cette lettre d'admission conditionnelle, ça permet de commencer à faire les démarches administratives pour venir au Québec, au Canada, pour étudier. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas dans l'espace Schengen, donc il y a quand même un petit peu de documents à obtenir. On a 2 paliers de gouvernement chez nous, donc il faut obtenir un premier document du gouvernement du Québec et ensuite un document du gouvernement du Canada, le fameux permis d'études. Rassurez-vous, ça se fait très très bien, mais votre meilleur allié là-dedans, c'est le temps. Donc, plus rapidement vous déposez une demande d'admission, plus rapidement on vous répond. On essaie de répondre assez rapidement, justement, quand on sait que vous n'êtes pas du Canada, pour que vous ayez vraiment largement le temps de faire ces démarches. Vous pouvez absolument rien faire au niveau de ces démarches tant que vous n'avez pas une lettre d'admission qui prépare, une lettre d'admission conditionnelle. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vraiment vous assurer que votre passeport est valide pour la durée des études. Sinon, malheureusement, il va falloir recommencer ces démarches-là avec le nouveau passeport par la suite. Bien sûr, dès que vous passez le baccalauréat ou que vous avez terminé votre premier diplôme, très, très important de nous envoyer les résultats finaux pour qu'on puisse confirmer votre admission, donc transformer l'admission conditionnelle en admission définitive. Merci beaucoup. Donc justement, maintenant, on va prendre des questions parce que j'en vois plusieurs qui viennent d'arriver, donc notamment les crédits. Ça, c'est toujours une question qui vient. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi un crédit? C'est quoi 3 crédits? À quoi ça correspond? C'est une question classiquement courante. En fait, je pense que c'est un peu compliqué pour les gens qui connaissent pas notre système scolaire de bien comprendre les fameux crédits. En fait, c'est une unité de mesure qui correspond à une charge de travail. Quand on disait tout à l'heure, il y a des cours obligatoires, des cours à option. Ce que vous validez finalement en faisant des cours, vous validez des crédits. Donc, normalement, à l'automne, on peut prendre, par exemple, si on est au premier cycle, on peut prendre 5 cours. Chaque cours correspond grosso modo à 3 crédits. Et à l'hiver suivant, vous prenez 5 autres matières, 5 autres cours qui vont correspondre également à 3 crédits chacun. Et vous validez chacun des cours individuellement et surtout indépendant des autres. C'est-à-dire que si ça se passe mal dans un cours, les autres cours et donc les autres crédits qui sont associés à ces cours sont validés. Donc, il n'y a pas de crainte de ne pas valider une année en entier parce que justement, on valide chacun des crédits en validant chacun des cours individuellement. Et finalement, à la fin, vous devez avoir complété un certain nombre de crédits pour obtenir votre baccalauréat. La majorité des baccalauréats comportent environ 90 crédits, la majorité des maîtrises environ 45. Donc, vous accumulez justement des crédits validés en suivant et en réussissant des cours au fur et à mesure des trimestres d'études. Et à la fin, quand vous avez le bon nombre de crédits et que vous avez suivi le cheminement proposé pour le programme, bien, vous avez votre diplôme tout simplement.
Et alors là, j'ai une autre question qui arrive. Quelqu'un, donc mettons, qui serait en première année, qui aurait validé sa première année de licence ou une première année de master, est-ce qu'il pourrait venir chez nous en deuxième année de baccalauréat ou en deuxième année de maîtrise? En fait, comme justement on ne valide pas les années, c'est très difficile pour nous de faire le pont entre une première année de licence ou une première année de master. Euh, Parfois, c'est peut-être plus logique que la personne, par exemple, pour une personne qui sera en première année de licence, deux options. Soit on recommence et on vient faire justement le baccalauréat en entier chez nous dans le domaine X, ou alors on termine carrément la licence en France pour venir en master chez nous. Je disais tout à l'heure, le meilleur moment pour changer de système scolaire, c'est vraiment à la fin d'un cycle, parce qu'on reconnaît très, très bien le diplôme. On a du mal à faire des corrélations finalement à l'intérieur d'une même année. Il est possible qu'on vous crédite quelques cours du programme chez nous parce que vous avez fait une première année ou une deuxième année de licence, mais honnêtement, vous allez perdre au change. Donc, il faut être prêt quand même, soit à recommencer ou à poursuivre en France pour venir chez nous dans le cycle suivant. Et maintenant, j'aimerais savoir, il y a plusieurs personnes qui posent des questions donc sur l'immigration et aussi sur les sessions. Est-ce que je peux venir directement postuler maintenant pour la session d'hiver? Comment ça se passe généralement? Combien de temps on demande à peu près aux étudiants de faire leur demande pour être sûr de pouvoir venir ici à temps? C'est sûr, quand on vous indique que la demande d'admission doit être déposée avant le 1er février, ça, c'est vraiment pour débuter en septembre prochain. Tous les programmes ont une session qui débute. On peut accueillir de nouveaux étudiants dans la session d'automne, donc qui débute en septembre. Il y a quelques programmes qui acceptent justement des nouveaux étudiants pour commencer en janvier. Par contre, c'est un petit peu plus dur de débuter en janvier. Pourquoi? Au niveau de, c'est vraiment une question de timing. C'est pour obtenir les papiers d'immigration. Ça risque d'être un petit peu juste pour commencer chez nous en janvier. Parce que pour débuter en janvier, vous pouvez en effet déposer une demande d'admission dès maintenant. Nous allons vous répondre idéalement le plus rapidement possible, mais il est possible que vous ayez une réponse mi-novembre, fin novembre. Donc là, ça vous laisse uniquement le mois de décembre qui inclut beaucoup de jours fériés pour obtenir le certificat d'acceptation du Québec et le permis d'études. Ça risque de faire ça risque d'être très, très dense et de générer énormément de stress. Donc, il est possible que vous n'ayez pas les bons documents pour arriver début janvier chez nous, que vous ratiez la première semaine, peut-être la deuxième. Dans ce cas-là, malheureusement, c'est un petit peu trop. On ne peut pas non plus rater 3 semaines de cours. Donc, c'est vraiment pas idéal de commencer en janvier. L'idéal, c'est vraiment septembre. Et là, ça vous laisse énormément pour justement faire les démarches administratives. Puis j'ai d'autres questions justement sur notre système de semestre, donc automne, hiver, été. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça commence quand? D'accord. En fait, le trimestre d'automne, qui est le premier trimestre de l'année où les étudiants arrivent en début de programme, commence assez tôt. Ça commence vers la fin août, début septembre. Donc, ça commence un petit peu plus tôt que dans certains pays. Et ça s'échelonne sur 14-15 semaines. Donc, ça se termine un petit peu avant les vacances des fêtes. Donc, grosso modo, vers le 22 décembre. Donc, durant cette période, c'est vraiment ce qu'on appelle le trimestre d'automne. Ensuite, le trimestre d'hiver commence vers le 5-6 janvier. Là, c'est de la nouvelle matière qu'on entreprend à partir de ce moment-là. Donc, ça commence vers le 5-6 janvier et ça se termine en avril-mai, tout simplement. La session, le trimestre d'été, c'est un trimestre qui est facultatif au niveau des études. Donc, l'étudiant peut étudier ou non. En fait, ce que font les étudiants souvent, c'est qu'ils vont prendre des cours d'été. Ça sert à quoi de prendre des cours d'été? On peut s'avancer sur son cursus ou on peut également se rattraper. Si jamais dans votre session d'hiver, vous aviez décidé de non pas prendre 5 cours, d'en prendre que 4 pour vraiment vous concentrer sur ces cours-là, il y a le 5e cours, vous pourriez peut-être justement le reprendre à la session d'été. Et l'avantage du trimestre d'été, c'est que les cours sont souvent condensés. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir le même cours pendant 14-15 semaines, une fois par semaine, vous l'avez 2 fois par semaine. Ce qui fait que, je vous rassure, ça vous laisse quand même une belle période d'été. Il y a personne qui étudie 12 mois par année, même quand on prend des cours d'été, du moins pas au premier cycle. C'est sûr que si vous faites de la recherche, là oui, ça risque d'être assez continuel. Mais au premier cycle, vous avez toujours des vacances de prévues. Je vois une question que je peux répondre justement sur notre langue d'enseignement. Donc, notre langue d'enseignement est le français. Tous nos cours sont donnés en français, même si beaucoup de lectures, parfois la majorité dans certains programmes, sont données en anglais. En fait, on vous a demandé de lire en anglais. Puis Anna, tu pourras en dire un mot si jamais tu as eu cette expérience-là. Il y a aussi des cours de langue. En fait, si vous voulez vous améliorer, il y a des cours de littérature anglaise. Ça va dépendre. Est-ce qu'elles sont offertes dans votre structure de programme? Donc ça, je vous invite à aller justement, quand vous ferez vos 3 choix de programme, regardez la structure, regardez les cours qui sont offerts
faire? Est-ce qu'il y a des cours de langue? Est-ce que j'ai envie de m'améliorer en anglais? Oui, c'est ça. Pour terminer, nous, c'est vraiment le français, notre langue d'enseignement. Est-ce qu'Anna, tu voulais dire un petit mot par rapport à ça? Oui, en design intérieur, on a souvent des mots qu'on dit en français, mais on les dit plus souvent en anglais. Donc souvent, on aura des textes, par exemple, philosophiques aussi sur les espaces et les individus. Et souvent, ça va être en anglais parce que c'est des philosophes anglais. Donc, on va devoir lire en anglais, mais c'est pas vraiment un problème parce qu'on peut toujours les traduire si jamais on n'est pas très avancé ou voilà, quoi, en anglais. Donc, oui, il y a toujours des possibilités qu'il y a des cours en anglais ou juste des textes qu'il faut lire en anglais durant les années d'études, quoi. Merci. Et donc, j'ai aussi des questions sur les cycles supérieurs. La maîtrise, ça se déroule comme on a parlé, c'est sûr, un peu plus du bac en parlant de flexibilité, en parlant de cours à la carte, c'est à peu près la même chose dans les cycles supérieurs. Mais la maîtrise, c'est quoi la grande différence? Qu'est-ce qu'on propose comme type de maîtrise à l'Université de Montréal? En fait, la maîtrise, normalement, c'est un programme qui se fait normalement sur 2 ans. Il y a quelques départements également qui offrent ce qu'on appelle des DESS, qui sont, ce qu'on pourrait comparer un petit peu à une maîtrise 1. Grosso modo, c'est un diplôme de cycle supérieur, mais qui se fait sur 1 an. Maintenant, si on revient un petit peu plus à la maîtrise, en fonction du programme, il est possible qu'il y ait plusieurs modalités à la dite maîtrise. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir une maîtrise de recherche, où justement, là, il peut y avoir quelques cours, quelques séminaires, mais le gros du travail, le gros de la maîtrise va vraiment être de rédiger son mémoire pour les étudiants qui veulent par la suite peut-être même poursuivre au doctorat. Donc, c'est vraiment une maîtrise de recherche. On peut également avoir des maîtrises qui sont un peu plus professionnalisantes, donc avec une orientation un peu plus stage, qui permet justement de commencer à s'intégrer sur le marché du travail. Et il y a des programmes également qui offrent une maîtrise avec un travail dirigé, où là, ça n'a rien à voir avec un gros programme, avec un gros mémoire de recherche, mais ça permet justement quand même de faire une belle étude de cas sans aller non plus à fond dans la recherche. Donc, c'est pas tous les programmes, tous les départements qui offrent les 3 modalités. Ça dépend vraiment du programme en question. Une des dernières questions aussi, est-ce qu'il y a des frais pour la demande d'admission? Oui, donc c'est sûr que de déposer une demande d'admission, il y a des petits frais qui sont associés à ça. C'est les frais pour nous permettre d'analyser votre demande d'admission. Mais c'est pas énorme en euros, ça va être autour de 85 euros. Donc c'est pas énorme comme frais. Et puis, j'ai des questions justement sur, j'ai passé un bac français il y a longtemps, maintenant je suis professionnelle. Est-ce que c'est possible d'être admis à l'UDM après plusieurs années pour faire une reprise d'études? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Amérique du Nord, en général, le retour aux études, la réorientation, c'est quelque chose qui se fait couramment. Donc, il n'y a pas de limite d'âge proprement dit. Le seul petit problème que je pourrais voir, c'est une personne qui aurait, disons, un ancien bac S à l'époque, qui aurait travaillé dans un domaine non scientifique et qui voudrait revenir dans un domaine scientifique chez nous. Dans certains programmes, on exige que les préalables scientifiques soient faits depuis une période de moins de 8 ans. Mais sinon, c'est tout à fait cohérent de revenir par la suite. Tout le monde n'a pas des drôles de même âge dans nos classes chez nous, donc ça pose pas de problème. Et enfin, j'ai une question sur donc quelqu'un qui me dit si j'ai pas les notes pour un programme d'études, je vise quelque chose, mais finalement j'ai pas exactement les notes demandées. Donc quand vous allez dans la section admission exigence, que vous mettez France, et là vous voyez ok 14 sur 20 pour droit par exemple, j'ai pas exactement ces notes-là. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces étudiants? La première des choses, c'est voir à quel point est-ce qu'il y a un décalage. C'est sûr que si vous êtes juste en dessous, oui, dans ce cas-là, il y a des choses qui seraient intéressantes de faire. Par exemple, on peut toujours commencer par un autre programme d'études, monter ses notes et après ça, refaire une demande d'admission pour rebifurquer dans le programme de votre choix. Il y a des programmes qui sont très cousins. Hein. Par exemple, il y a des gens qui veulent rentrer en études internationales pour lesquels on demande une note assez élevée. Parfois, peut-être, du fait de rentrer en sciences politiques peut aider à revenir, mais l'idéal, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est que le programme et d'aller directement dans son premier choix. Parce que c'est vrai que parfois, quand on n'est pas dans le bon programme, c'est pas non plus très, très motivant. L'autre option que je voudrais dire aux gens, c'est si jamais vraiment il y a un décalage énorme entre vos relevés de notes et les notes qu'on exige, ça vaut peut-être la peine également de faire un travail avec un conseiller en orientation pour voir est-ce qu'il y aurait d'autres types de formations qui pourraient convenir. Parce que le but, c'est pas non plus de faire un programme dans le plaisir juste pour faire un programme. À un moment donné, il faut que ça mène quand même à quelque chose. Donc, ça dépend vraiment de l'individu, de l'écart des notes, de ce qu'il veut faire, de ses plans B, plans C. Donc, il y a tout un portrait à regarder.
Merci Sandra. C'est bientôt la fin de notre séance. Je vois beaucoup de questions sur les programmes d'études, sur l'admission. Je vous invite vraiment à aller regarder notre site, à aller regarder donc les sections admission et exigences. Je vous invite vraiment aussi à aller voir nos conférences qui vont être en rediffusion bientôt, qui n'existent pas encore, mais on va avoir des conférences carrières en fait dans le cadre des rendez-vous des futures étudiantes et étudiants. On va avoir donc des très belles conférences. On va aussi avoir beaucoup d'activités en ligne pour parler des programmes. Les départements vont être là. Donc on va mettre le lien dans la conversation. Je vous réinvite à venir sur nos réseaux sociaux où nos étudiants ambassadeurs en fait parlent de leur programme d'études, parlent de leur quotidien. Donc ça va peut-être démystifier certaines choses dans les domaines d'études où vous voudriez vous inscrire, savoir si, comme Anna, vous pourriez complètement changer en fait de programme d'études à la dernière minute puis découvrir quelque chose qui vous passionne. Donc je vous invite, c'est ça, à aller regarder un petit peu tous nos événements en ligne. Et pour finir, Sandra en fait est actuellement en France. Nous sommes en tournée, donc si jamais regardez un petit peu sur notre site, si jamais on passe dans votre ville, si on continue la France, on va venir aussi au Maroc. Donc, regardez sur notre section événements, on va mettre aussi le lien pour venir nous parler en personne, qu'on puisse vous aider à réaliser votre projet d'études. Donc, sur ce, je vous remercie. Je remercie toute mon équipe et à vous d'être venus nous écouter. On espère qu'on a répondu à certaines de vos questions. Sinon, notre équipe est disponible pour vous répondre par chat, par clavardage, par email. Donc, je vous remercie Anna, Sandra et toute l'équipe. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.